entre profane et sacré, et puis j'ai même indiqué en sous-titre, en reprenant les termes que l'on utilisait au début du XIXe siècle, la pucelle d'Orléans, c'était passé dans le vocabulaire courant, vous savez, et comment on est passé de cette image locale qui résume de manière très simplifiée l'image que l'on en avait, mais localement, à la patronne de la France. Et les dates que j'ai indiquées sont assez approximatives, bien entendu, mais je le préciserai au fur et à mesure. Ce qui m'a frappé en faisant le travail pour l'exposition, c'est qu'il y a vraiment des voies particulières de renommée de cette histoire de Jeanne d'Arc et donc du personnage. Contrairement à ce que je pensais, ça n'est pas par le côté religieux, mais c'est d'abord par le théâtre. Jeanne d'Arc a eu une renommée au XIXe siècle en tout cas, par le nombre important de pièces de théâtre qui ont été données dans l'ensemble du pays, surtout les théâtres parisiens bien entendu, mais également dans l'ensemble de l'Europe. Dès le début du XIXe siècle, ces pièces de théâtre ont vu le personnage sur la scène, ou bien avec des opéras qui ont été mis en place. Et assez étrangement, la première fois qu'on joue au XIXe siècle, c'est avec Schiller. Schiller écrit donc la Jungfrau, la jeune femme d'Orléans, qui est représentée à Leipzig, et presque immédiatement, c'est traduit en français, c'est représenté en France, et vraiment comme si l'opinion publique n'attendait que cela. Il y a un attrait, et beaucoup d'auteurs vont s'inspirer de sa démarche. S'inspirer de sa démarche, et Verdi comme Tchaïkovski ne cache pas, c'est mis dans les livrets, qu'ils se sont inspirés de Schiller, qu'ils ont repris l'argumentaire principal, et qu'ils ont même parfois repris notamment certaines scènes. Ils ont utilisé peut-être une certaine facilité, parce que l'on voit et l'on comprend quand on connaît cette histoire quelles sont la succession de portraits qui peuvent être à ce point porteurs. La jeune bergère qui est dans sa Lorraine lointaine, il y aura la guerrière, la combattante, presque comme un chevalier médiéval. Il y aura la jeune femme qui accompagne le roi lors de son sacre à Reims, et puis la martyre qui, après avoir rempli sa mission, offre son sacrifice. Et l'on devine combien, pour une mise en scène, il y a un filon extrêmement riche, puisque les scènes se succèdent, et l'on a ici tous les arguments dont le romantisme qui était émergent va se saisir. Le romantisme qui faisait renaître une image du Moyen-Âge. Après le rationalisme des philosophes, on se donnait des moyens de rêver, d'explorer le passé, et peut-être de retrouver un monde idéal qui en réalité n'avait jamais existé tel qu'on le décrivait. Vous savez, c'était des châteaux forts avec des échauguettes, des grands fossés, c'était les belles princesses qui attendaient le troubadour qui allait lui chanter des romances, autant d'images que l'on diffusait dès cette époque et qui existent toujours jusqu'aux fêtes médiévales. Il n'y en a pas très loin d'ici, mais toute notre société, en tout cas, est imprégnée de ce genre de clichés, comme on dira plus tard, mais de ces images du Moyen-Âge. Et j'ai trouvé, rien qu'en regardant dans les années 1820,
au moins 5 titres différents, et c'est joué au Théâtre Saint-Martin, à différents théâtres de Paris. Il y a La Maison de Jeanne d'Arc, c'est le moment où on vient de la racheter pour la restaurer, L'Épée de Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc à Rouen, Le Triomphe des Lys, titre encore plus caractéristique de la Restauration, et La Mission de Jeanne d'Arc. Donc cette mise en scène qui émerge à ce moment-là, mais qui va se prolonger tout le siècle et même au-delà, prendre de l'ampleur, nous permet de comprendre que Jeanne d'Arc a été vue de manière extrêmement élargie, et la connaissance à laquelle les historiens se sont longtemps limités est inexacte, parce que les premières études qui ont été faites, c'était uniquement à partir des textes des auteurs qui avaient écrit leurs commentaires ou traduit, etc. Donc on a bien ici un premier mouvement. Je reviendrai sur ça. J'ai pris 4 exemples des fresques du Panthéon. Vous voyez la bergère, selon les images de l'époque, donc elle est nu-pied, ce qui était interdit au théâtre de la Restauration d'ailleurs, puisqu'il y a eu des conditions de censure, mais on trouve bien ces images-là. Ensuite, la guerrière combattante qui galvanise ses troupes et agite son étendard. Comme je le disais, il y a aussi la femme qui vient faire couronner le roi très chrétien, et puis la martyre qui offre son sang. Et dans tous les commentaires que j'ai trouvés, au lendemain des scènes de théâtre, on fait des commentaires éblouis sur la scène de bataille qui s'est passée, ou bien des expériences avec le feu, dont certaines expériences ont été malheureuses. C'est pour ça que certains auteurs, d'ailleurs, se sont arrangés pour qu'il n'y ait pas cette scène finale, donc elle disparaissait avant ce moment. Dernière remarque sur ce théâtre, ça donne cet accent permet aux auteurs de donner libre cours à leur imagination. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le souci historique, ça n'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est leur écriture et surtout le fait de pouvoir mettre une représentation à la vue de tous. Et d'ailleurs, dans Schiller, dans une cabane, c'est le roi directement que Jeanne d'Arc rencontre. Chez un autre auteur, c'est 2 compagnons qui sont des compagnons de Jeanne d'Arc qui tombent amoureux d'elle, et le roi essaie de persuader Jeanne d'Arc de choisir entre les 2, sinon ils ne seront plus des bons combattants. Voilà, il y a beaucoup d'imagination, mais loin d'une volonté de déformer, c'est plutôt une volonté d'émouvoir. C'est aussi un autre petit signe de ce que ce Moyen-Âge est en train de devenir. C'est un moment d'émotion. C'est un lieu et un moment d'émotion, c'est le passé qui fait rêver. À côté de ce vecteur de transport dans le passé, nous avons également les panégyriques. C'est une forme religieuse qui s'est beaucoup développée sous l'instigation de la contre-réforme. Bossuet en est un des maîtres, mais j'ai pas essayé de faire le compte, mais le nombre de panégyriques de Jeanne d'Arc qu'il y a eu dans toute la France pendant ces décennies est considérable. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi un vecteur religieux en même temps que ces pièces de théâtre. Cette pratique dénote une volonté de rechristianiser, de réévangéliser le pays après la terreur et la déchristianisation. On peut distinguer plusieurs types de panégyriques. Certains ont un caractère proprement historique. Il s'agit
de rapporter les différentes étapes, les moments et certaines anecdotes de la fête de Jeanne d'Arc. Et ceci prend la forme d'une narration historique. Un des tout premiers que j'avais retrouvé, c'était l'abbé Frécinus, qui sera ministre de l'Instruction publique et qui va encourager cette connaissance. Il avait été invité à la fête orléanaise le 8 mai, puisque par tradition, Orléans organisait régulièrement ces fêtes. Le deuxième courant, c'est celui qui entend parler non pas comme un historien, mais en prêtre. Et c'est ce que dit Monseigneur Pi. J'ai choisi donc cet exemple du jeune abbé Pi. Il n'était pas encore évêque de Poitiers lorsqu'il avait été invité à faire le panégyrique de Jeanne d'Arc dans cette bonne ville d'Orléans. Et cette merveilleuse vie de Jeanne d'Arc lui permet d'insister sur le contraste, l'opposition entre la puissance divine et l'apparente faiblesse des moyens humains auxquels il a recours ou qu'il suscite. Sous cette armure de jeune fille, c'est le Dieu des batailles qui combat, écrit-il un peu plus loin. Et cette faiblesse le conduit à comparer Jeanne d'Arc aux femmes de l'Ancien Testament, Judith, Esther, Ruth ou Déborah. Et il ajoute un élément qui va être un leitmotiv, il faut honorer dans un même mouvement la France, fille aînée de l'Église, puisque c'est cette mission qu'elle avait remplie. Le troisième courant, c'est davantage un prétexte pour rappeler les préceptes, les règles de vie qui sont attendues des chrétiens. C'est-à-dire qu'on insiste sur la simplicité, sur l'humilité, sur le sacrifice de soi qui marque sa vie et le fait qu'à chaque instant, elle a préféré laisser les hommes d'armes ou laisser la cour agir dans l'intérêt du pays. Elle est intervenue quand ceci lui était demandé. Et donc, ce côté religieux a une part non négligeable aussi, puisqu'il se superpose au côté théâtre. Le théâtre, c'est plutôt les citadins, une population qui n'est pas forcément aussi huppée que ceux qui allaient à l'opéra en France, mais tout de même qui était privilégiée la dimension du panégyrique religieux au début du siècle, et surtout ils sont surtout prononcés dans les grandes églises, les cathédrales, l'accordaire à Notre-Dame de Paris, mais petit à petit, ceci va devenir une habitude. On fera venir des prédicateurs qui connaissent la vie de Jeanne d'Arc et qui vont profiter des fêtes, j'y reviendrai tout à l'heure, pour à la fois faire œuvre de catéchiste, faire œuvre d'historien et ainsi montrer que les caractères de Jeanne d'Arc sont bien en phase avec la société. Troisième courant qui émerge dans le même temps, un petit peu plus tard en réalité, c'est celui des historiens, et notamment des médiévistes. C'est-à-dire que les recherches ont connu un essor important parce que ceci correspond au moment où l'histoire a mis au point des méthodes que l'on qualifie de positivistes, même si le terme
déforme un petit peu ce qu'était ce mouvement, en tout cas des méthodes rigoureuses, en ayant recours aux sources, en les datant, en les analysant et en les faisant connaître avec le plus de précision possible. Donc ces historiens rejettent les interprétations fantaisistes qui étaient sur les planches des théâtres. Ils rejettent également des critiques un peu trop rapides comme celle d'un certain Voltaire, j'y reviendrai tout à l'heure, et ils s'emparent de cette histoire. J'ai retenu quelques exemples seulement. Michelet, qui s'est imposé, mais il a une écriture quelque peu enflammée, presque romantique, pourrait-on dire. En 1841, le 5e volume de son immense Histoire de France est consacré pour presque l'essentiel à Jeanne d'Arc. Et il y eut un tiré à part, un livre sur Jeanne d'Arc, quelques années plus tard. Pour lui, ce qu'il met en avant, c'est un libéral qui va devenir de plus en plus républicain, c'est la fille du peuple. Elle est simple, parfois naïve, elle ne sait, souligne-t-il, ni lire ni écrire, mais elle défend avant tout la patrie. Elle est douce, pieuse, charitable, mais surtout, pour la patrie, elle a versé son sang et ses larmes. Alors, c'est au tournant entre un mode d'écriture très enflammé, très romantique, plein d'émotions, et puis la recherche d'archives. Parce que Michelet s'est inspiré de travaux qu'était en train de faire un autre historien, un chartiste, Jules Quicherat, qui avait commencé à éditer une version critique des actes du procès. Pour Jules Quicherat, il s'agissait vraiment de sortir de cette propension à inventer. L'historien vérifie, collecte les documents, les publie. Et les actes des procès, surtout du second procès, du procès qui a dit que le premier était entaché de nullité, pas vraiment un procès en tant que tel. Mais encore aujourd'hui, c'est un document extrêmement précieux, irremplaçable. D'une part, il nous permet de reconstituer, on ne l'avait pas, mais les actes du procès de condamnation. Et d'autre part, il fait de Jeanne d'Arc le personnage du XVe siècle sur lequel nous avons le plus de documentation. Toutes les personnes qu'il avait connues dans son enfance, dans son adolescence, dans ce moment de rencontre de la cour, et puis des théologiens, puis le procès, tout cela est rapporté. Il n'y a aucun exemple similaire, surtout pour une personne du peuple, une personne qui, sinon, serait restée totalement dans l'anonymat. Alors Quicherat, vous l'avez compris, est proche de Michelet et il ne se prive pas, dans un volume qu'il publiera quelque temps après, d'interpréter à sa manière certains éléments de l'aspect religieux qui pour lui étaient mis trop en avant par les religieux. Les voix, c'est sans doute une affabulation. Un médecin républicain dira plus tard: oui, une jeune fille à l'âge de l'adolescence qui ne mangeait pas à sa faim à cause de la guerre de 100 ans avait des hallucinations. Donc ça ne pouvait pas être des voix divines. Mais c'est sans doute elle, dit Quicherat, qui a inventé sa mission parce que les ravages que connaissait la Lorraine devenaient insupportables. Il récuse aussi un génie stratégique. Ces victoires sont le fruit d'une intuition, simplement parce qu'elle observait bien le terrain de combat. On disait la même chose de Napoléon à la même époque. Et il souligne que même Charles VII s'est peu intéressé à Jeanne d'Arc. Je le signale parce que ces éléments, qui sont
mis, il faut lire un peu entre les lignes ou bien au verso de leurs livres, vont être repris, amplifiés, exagérés par le courant républicain anticlérical dans la deuxième moitié du XIXe siècle. J'y reviendrai. Troisième exemple d'historien, ce sont les Poitevins. Les Poitevins ont apporté leur part à cette redécouverte, puisqu'ils ont aussi travaillé pour retrouver des documents, il n'y en avait pas tant que ça localement, pour restituer les lieux. Et le premier à avoir réfléchi à cela, c'est celui qui a donné ce nom à cette salle, Louis Rédet. On ne s'était pas concerté avant cette conférence. C'était un spécialiste du Moyen-Âge qui avait beaucoup travaillé sur la toponymie pour retrouver les noms de lieux dans les archives et les cartulaires. Et dans un article qui abordait un autre thème, c'était les rues, les tours et les enseignes de Poitiers, il l'écrit de manière assez vivante comme une promenade à travers les rues de Poitiers et signale que Jeanne d'Arc avait été hébergée dans l'hôtellerie de la Rose, située sur la paroisse de Notre-Dame la Grande. Et il cite le texte de Jean Bouchet, qui était devenu propriétaire de la maison. De manière plus érudite, quelques années plus tard, Bélisaire Ledin, c'était le premier texte que nous avions vu lorsque nous avions travaillé sur cette exposition, a recherché beaucoup plus activement les traces poitevines de Jeanne d'Arc. Et lui aussi consacrait tous ses travaux à l'histoire et aux monuments du Poitou, et il affirme avoir identifié formellement le fameux hôtel de la Rose. Et au passage, il ne manque pas de relever les erreurs qu'ont fait les autres auteurs pour la fameuse localisation. Et plus tard, il va s'efforcer de reconstituer le fameux interrogatoire qu'il qualifie de premier procès lorsque Jeanne d'Arc a été questionnée à Poitiers par de très nombreux théologiens ou d'autres savants, des juristes aussi, pour savoir pourquoi il avait fait confiance, pourquoi on n'avait pas déclaré qu'elle perdait la tête, comme certains le disaient de ses mots et de son attitude d'une manière générale. Et puis le dernier, je ne peux pas me priver de le citer parce qu'il était le doyen de la faculté des lettres, donc je lui dois hommage, c'est Prosper Boissonnade, qui a été justement le premier occupant de l'hôtel Fumet en tant que doyen de la faculté des lettres, et il a surtout fait tout un travail érudit pour préciser les dates du séjour de Jeanne d'Arc à Poitiers, puisque jusqu'alors on disait c'était le printemps et on se contentait de cette approximation, mais lui s'efforce de voir de manière très précise. Et au passage, il dit que l'enquête qui a été faite par les universitaires poitevins était extrêmement précise, juste au contraire de celle de Rouen. Donc la bataille des cités apparaît aussi derrière ces écrits. Autrement dit, Bergère, nouveau chevalier des temps présents, monarchiste convaincu et martyr, toutes ces images s'implantent dans la société et tous ces vecteurs vont largement contribuer à la diffuser. Et à l'appui de cela, il y aura un très grand nombre de gravures, de lithographies qui vont être répandues dans la société, des statues, et déjà le terme était diffusé de statuomanie. On a la manie de mettre sur un piédestal tous les grands hommes du passé et aussi ceux d'un
passé beaucoup plus récent, voire du présent, et il y a eu véritablement une très grande popularité de ces images. Et il advint ce qui devait arriver, vous l'avez compris, vous le savez déjà, c'est que comme l'interprétation religieuse se différencie de plus en plus de l'interprétation scientifique des historiens, comme l'interprétation théâtrale prend un certain nombre de libertés, ceci va donner lieu à des controverses, à des discordes et à des polémiques qui, à certains moments, ont été extrêmement virulentes. Tout d'abord, je signalerai que Jeanne d'Arc est devenue presque immédiatement, c'est dès la première traduction française de la pièce de Schiller, dès 1802, et c'est Louis-Sébastien Mercier, qui est assez connu pour ses écrits du XVIIIe siècle, qui en a été l'éditeur, et dès cette préface est soulignée l'intention, c'est de faire une publication contre-voltairienne pour réhabiliter Jeanne d'Arc, qui a été traînée dans la boue, qui a été absolument dégradée par ce poète immoral et trop célèbre. Il a versé le ridicule et l'infamie sur un personnage historique digne de tous les hommages de notre reconnaissance. C'est un délit, j'ose le dire, anti-national, car il attaque la mémoire d'une héroïne qui sauva la France. Et cet attentat à la vérité de l'histoire retomberait à la longue sur la génération qui, dans une lâche indifférence, ne couvrirait pas de reproches le poète calomniateur en réclamant contre sa téméraire licence. Vous remarquez qu'il y a des éléments du vocabulaire que l'on entend encore aujourd'hui, attentat à la vérité, délit antinational, j'en passe, et des meilleurs. Donc voilà, il y a de la part du courant légitimiste, surtout, et même plus largement du courant monarchiste, Jeanne d'Arc est un modèle que l'on donne à honorer comme preuve de la légitimité du retour à la monarchie et la légitimité de l'attente que le comte de Chambord, quand il prendra ce nom, lorsqu'on lui offrira le château de Chambord, monte sur le trône sous le nom de Henri V. Ces preuves sont bien nettes. La providence, c'est voulu par Dieu, c'est Dieu qui a confié cette mission. Il a confié cette mission à une fille du peuple, et ce ne sont pas les grands, les riches, les puissants, ce n'est pas la cour qui a agi, qui elle-même était méfiante vis-à-vis de Jeanne d'Arc, mais c'est bien une figure qui représente l'ensemble du peuple, et d'ailleurs toutes les allégories de Jeanne d'Arc, en statue notamment, en vitrail, en peinture, nous permettront de le vérifier. Et de plus, cette preuve a été mise en œuvre, c'est une femme qui a été mise en œuvre, qui est presque une figure mariale, c'est-à-dire qu'elle, dans son sein, dit un des commentateurs, elle porte la France et elle va lui permettre de continuer à vivre. Au passage, je signalerai que l'étendard de Jeanne d'Arc, dans ces moments-là, est devenu l'emblème du drapeau blanc. C'est-à-dire que le courant légitimiste s'est appuyé sur les mots de Jeanne d'Arc elle-même, qui dit que c'était la couleur blanche qui était celle de son vexillum. Ça a été traduit en latin. C'est du tout petit latin, je me suis reporté au texte.
le latin du XVe siècle n'était pas serait pas accepté aujourd'hui par les professeurs des prépas ou de l'école des Chartes, mais on signale, il y a les trois mots, vexilium, et puis il y a un étendard ou bannière. Par contre, on le traduit en drapeau blanc. Et très souvent, même les manifestes du comte de Chambord font référence à Jeanne d'Arc pour justifier que ce soit devenu l'emblème de la monarchie. Donc un modèle qui renforce, qui convainc, qui s'efforce de persuader. À l'opposé, on se saisit de Jeanne d'Arc pour en faire la preuve de toutes les infamies que l'Église, depuis des siècles, a infligées au peuple et à toute la société. J'ai pris un point extrême, la Lanterne, c'était un des journaux les plus anticléricaux, et au moment du 1er juin 1978, c'est un moment, je vais revenir, où il y a eu une polémique très forte. Est-ce qu'on honore Voltaire ou est-ce qu'il faut interdire ce qui était prévu pour le centenaire de Voltaire parce qu'il a porté atteinte à Jeanne d'Arc? Et donc, sous cette forme de style qui s'adresse directement à Jeanne d'Arc, on perçoit bien qu'il y a une volonté de traduire une proximité avec ceux qui agissent et ceux dont les ancêtres ont agi pour faire instaurer la liberté, l'égalité dans l'ensemble du peuple français. Mais nous qui ne t'avons pas brûlé, nous qui te pardonnons tes superstitions innocentes, tandis qu'ils ne te pardonnent pas ton patriotisme, nous qui sourions avec douceur des rêveries de ta pure ignorance, nous te canonisons à notre manière, douce et magnanime Jeanne. Nous t'aimons, fille du peuple qui a défendu le peuple, paysanne qui a combattu pour la terre, française qui a sauvé la France, et nous sentons redoubler notre haine pour eux à cause de toi, leurs victimes. Donc c'est des mots très forts, mais vous comprenez combien, si on les met face à face, nous pouvons saisir l'ampleur de cette discorde dans le pays, et c'est le moment 78 où les républicains vont accéder au pouvoir et vont mettre en œuvre une partie de leur programme. Alors pourquoi 78? J'y faisais allusion. C'est parce que quelques années auparavant, Monseigneur Dupanloup, Monseigneur d'Orléans, avait commencé de travailler sur la cause à introduire à Rome, puisque tous les panégyriques, toutes les sommités qu'il avait invitées à Orléans avaient persuadé que c'était une âme empreinte de dignité et de sainteté par tous ses actes. Et immédiatement, du côté républicain, on a contesté, en quelque sorte, elle n'est pas à vous, mais elle est à nous. Et ceci a pris une forme violente dans la rue lorsqu'il y avait la procession à Orléans. Ça commençait toujours par une cérémonie de remise de l'étendard, et pendant une dizaine d'années, des républicains radicaux marchaient en tête de la procession religieuse en chantant la Marseillaise ou d'autres chants de leur répertoire républicain, voire révolutionnaire. Et à Paris, le conseil municipal décide d'organiser une manifestation républicaine à l'occasion de l'inauguration de la statue de Voltaire, le 30 mai, et immédiatement, il y a une contestation de l'autre côté en disant on ne peut pas laisser faire ça, elle a sauvé la patrie, elle a défendu la patrie, et on ne peut absolument pas laisser faire ça. Et c'est la première mention que j'ai trouvée d'un projet de manifestation des femmes. Les femmes des associations catholiques avaient prévu de faire une contre-manifestation pour empêcher
ce dépôt de couronne qu'il devait y avoir devant la statue de Voltaire. Alors finalement, comme on avait un ministre centriste, il a interdit des deux côtés, donc les deux manifestations, personne. Les républicains l'ont quand même fait le 1er juin, et il n'y a pas eu de bagarre de rue à l'occasion de ce centenaire de Voltaire. Malgré tout, à partir des années 90, nous pouvons percevoir que ce ne sont pas les deux extrêmes qui vont agir pour en faire la patronne de la France, c'est le centre-droit et le centre-gauche, en quelque sorte. Donc, on sait que dans notre pays, il y a toujours des moments où on entend le plus les extrêmes, et puis c'est les centres qui finissent par gouverner. Aucune allusion à l'actualité, ne me regardez pas comme ça. Donc, il y a vraiment tout un travail dans les esprits pour rechercher une conciliation, une entente, et peut-être que le premier qui a dit aux Français, bon, allez-y, acceptez la République, mais essayez de la transformer de l'intérieur, c'est la première encyclique écrite en langage vernaculaire, en français, au milieu des sollicitudes, dans lequel il dit, finalement, tous les régimes, que ce soit empire, monarchie, république, peuvent se valoir à condition que l'on considère la manière dont ils agissent. En toute vérité, chacune d'elles est bonne, pourvu qu'elle sache marcher droit à sa valeur, c'est-à-dire le bien commun pour lequel l'autorité sociale est constituée. Alors on sait que Léon XIII a fait beaucoup grincer des dents du côté des monarchistes, dont beaucoup croyaient que c'était le mal absolu et qu'on ne pouvait pas accepter ce type de régime. Malgré tout, il y a des voix, ça c'est un abbé poitevin, l'abbé Denisot, je peux marquer la référence, pardonnez-moi, dans lequel il dit que finalement, les uns comme les autres peuvent agir pour qu'il y ait une fête commune. Nous garderons intactes nos convictions. Les uns resteront républicains, les autres monarchistes. Chacun défendra ses positions sans céder à pouce de terrain, c'est entendu. Mais est-ce que les républicains et les monarchistes n'ont pas quelquefois uni leurs efforts quand l'intérêt supérieur de la patrie l'exigeait, quand il fallait repousser l'étranger et délivrer le territoire? Et cet abbé s'exprime ainsi parce qu'un député républicain, Joseph Fabre, venait de déposer un projet de loi pour faire de la fête de Jeanne d'Arc une fête nationale. Il y avait déjà depuis une dizaine d'années le 14 juillet, mais il propose cette initiative pour que l'on puisse mettre fin à cette tension si forte, cette poussée d'anticléricalisme. Alors il le présente quand il est député à la Chambre des députés, du coup c'est renvoyé en commission, et en langage politique ça veut dire voilà, que c'est laissé de côté. Il était assez têtu, ce bon sénateur de l'Aveyron, parce qu'ensuite il a été élu sénateur de l'Aveyron. Il a repris son projet et le Sénat, le 9 juin 1894, a voté ce projet de fête nationale. Il y a eu immédiatement des fêtes dans tout le pays pour célébrer cette réconciliation. Il y a eu à Poitiers un projet de statue dont il y a la maquette à côté de l'exposition, qui fait partie de l'exposition, et des festivités ont été organisées. Alors Poitiers, cette fois, est resté un peu de côté parce qu'il y avait une vacance du siège épiscopal. Donc on a attendu qu'il y ait un nouvel évêque, mais malgré tout,
pour nous, c'est le signe de ce que la célébration se diffuse dans l'ensemble du pays. C'est-à-dire, c'est plus uniquement à Orléans, ça n'est plus uniquement dans les villes joanniques, les villes qui défendaient la mémoire de Jeanne d'Arc, Compiègne, Reims, Rouen, Poitiers, parce que Poitiers les historiens avaient beaucoup lutté pour qu'on célèbre Jeanne d'Arc à Poitiers, mais ça se diffuse dans tout le pays, voire dans les villes de plus petite taille. Mais le Sénat a eu beau avoir voté, la Chambre des députés, qui était encore à majorité républicaine, a laissé de côté, a laissé traîner. C'est seulement à la faveur de l'Union nationale, qui a prévalu pendant la Première Guerre mondiale, et puis de la Chambre dite Chambre Bleu Horizon, que la fête de Jeanne d'Arc est devenue fête nationale. Donc c'est en 1920 que cette célébration de Jeanne d'Arc par toute la nation a été décidée, votée, et chaque année, au mois de mai, il y aura la fête de Jeanne d'Arc. Avec une ampleur plus ou moins nette selon les moments, ambiguïté de la fête nationale. Alors dans les archives ici, les archives de la préfecture, on voit que les pouvoirs publics se sentaient obligés d'y aller, mais par contre il y avait beaucoup de bonnes excuses. Le préfet devait y venir, puisque désormais c'était fête officielle, mais lorsqu'on invitait le plus haut personnage de l'armée, ou bien d'autres fonctionnaires, ils avaient un petit mot d'excuse, bien mis, parce qu'ils trouvaient que la dimension religieuse avait fini par l'emporter lors de ces fêtes. Et donc, fête unanime, oui, mais il y a bien un grand mais. Ça a été fêté régulièrement, mais chaque fois le ministère de l'Intérieur envoyait un petit mot, alors c'était toujours le même, on voit que c'était recopié par un secrétaire du ministère, mais voilà, n'oubliez pas que vous devez y être, que vous devez déposer une gerbe devant le monument et qu'il y a une obligation pour ceux qui sont présents. Parce que, j'ai repris Michelet, c'est bien la France qui doit être honorée. Et l'on ressort et l'on réédite très souvent ce livre de Michelet, parce que justement, ça n'est pas trop je prends pour moi le langage des historiens, un langage un peu trop savant, avec plein de notes de bas de page et des tableaux de chiffres parfois, mais il a des mots très forts. Souvenons-nous toujours, Français, que chez nous, Yann la France est née du cœur d'une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu'elle a donné pour nous. Et très souvent, Michelet est cité dans les discours qui sont donnés. Alors, c'est devenu une fête qui a été largement célébrée. Alors, avant de voir 1929, alors je ne sais pas si le petit film sera projeté à la fin. Non, finalement non, parce qu'on a retrouvé un film de la grande fête du centenaire de Jeanne d'Arc, de la venue de Jeanne d'Arc à Poitiers. Ça a été une très grande fête en 1929, immense, unanime, avec plusieurs jours de réjouissance. Là, je croyais qu'il y avait le film, parce qu'il y a un film qui a été retrouvé, que l'on peut voir et qui nous montre cette ampleur. Mais moi, j'insisterai plutôt sur la fête au village, parce que ce qui est le plus frappant dans cette enquête que j'ai fait dans les archives, c'est de percevoir que dans l'ensemble du pays, que dans l'ensemble du département, il y a une très belle carte qui est dans l'exposition, on a fêté Jeanne d'Arc avec une certaine ampleur. Parce qu'elle a été béatifiée et immédiatement,
de grandes fêtes ont été organisées. Pour moi, c'est une sorte de syncrétisme, c'est-à-dire qu'à la fois, on se saisit d'une habitude ancrée dans chaque village de fêter le Saint-Patron l'été avec cavalcade, avec chars décorés, avec enfants costumés, etc. Et donc, on a très souvent repris ce décor et cette habitude pour célébrer Jeanne d'Arc. Et donc, je vais vous citer quelques éléments de cette fête. Toutes les paroisses, en 1911, des villes et des villages ont organisé une grande fête. C'est toujours le même rite qui est à la fois politique et religieux. Chaque fois, les recommandations, ça je l'ai trouvé dans les archives diocésaines, sont de dire c'est pas une fête religieuse. Attention, ne dites pas que c'est une procession religieuse, sinon ça va être interdit. Donc on prend soin d'organiser de manière à ce qu'il n'y ait pas une interdiction, une intervention des forces de l'ordre. Toutes les maisons, ou presque, étaient pavoisées, décorées. Alors parfois, quand c'est le jaune et le blanc du Vatican, les forces de police interviennent. Mais voilà, on a recommandé d'être prudent et on peut mettre le blanc de l'étendard de Jeanne d'Arc. Comme ça, on ne va pas être accusé d'être favorable au légitimisme. Toujours, ceci commence par un panégyrique. C'est simplement de l'histoire que l'on rapporte. Et comme je le disais tout à l'heure, il y avait des spécialistes, on peut faire une liste de ceux qui sont intervenus, qui mêlent récit historique, interprétation religieuse. Un abbé féru d'histoire était venu ici. C'est avant qu'il y ait la fête officielle, puisque c'était dans l'église. Donc la fête officielle va commencer lorsque la statue sortira de l'église. Elle a été bénite avant de sortir, mais voilà. Elle est conduite en procession sur un char, décoré, entouré de cavaliers, et les rues du village sont parcourues les unes après les autres. Souvent, la procession comprenait plusieurs chars, tous décorés, sur lesquels les enfants représentaient soit des grands personnages du Moyen-Âge idéalisés, chevalier sans peur et sans reproche, le roi ou la reine Aliénor, par exemple, ou bien les vertus chrétiennes. Il n'y avait pas de panneau qui l'indiquait, et on insistait bien sur le fait que dans les articles de journaux, en tout cas, c'est toujours signifié que c'est une fête, une possession uniquement civique et civile. On érigeait des arcs de triomphe sous lesquels on passait, et les jeunes gens et les jeunes filles qui étaient trop âgées pour monter sur les chars étaient tout de même costumés. Des réjouissances étaient proposées l'après-midi. Et là, c'est cette sociabilité villageoise qui avait permis au 14 juillet de devenir le 14 juillet, c'est-à-dire de devenir une fête populaire. Eh bien, on l'adapte aux fêtes de Jeanne d'Arc. Je vous donne pêle-mêle, j'ai vu des concours de gymnastique, des concerts avec la maîtrise locale, des pièces de théâtre. Les rues étaient illuminées le soir, retraite au flambeau dans les rues, accompagnée par la fanfare ou l'association locale de musique. Et puis, grande nouveauté au début du XXe siècle, un feu d'artifice. Et vraiment, tous les commentaires soulignent combien les milieux villageois étaient étourdis, ébahis de voir que l'on avait cette possibilité de faire naître des étoiles et d'éclairer ainsi tout le village. Et puis je terminerai en disant qu'il y a eu de manière plus précise à Poitiers deux grands moments, en 1920 et en 1929. En
1920, c'était pour sceller la réconciliation, puisque à la fois le Vatican avait proclamé la sainteté de Jeanne d'Arc et la Chambre des députés avait voté la fête nationale. La Société des antiquaires de l'Ouest a activement participé à l'organisation des festivités qui ont eu lieu donc en juin, le 26 et le 27 juin. Et là aussi, on met dans le livret que c'était une fête civile et non religieuse. Toute la ville a été pavoisée, illuminée, la foule afflue. Et c'est aussi un petit signe de ce qu'est devenu la société. C'est une société qui est plus mobile, et dans les grandes villes, on crée des moments forts qui attirent tous ceux qui peuvent venir. Et en 1920, les comptes rendus disent combien on avait été surpris de l'importance de cette affluence. Des cortèges historiques, des discours, il y a eu plusieurs cortèges, des discours, un concert, salle des pas perdus, des jeux à Blossac, jeux médiévaux, nous disait-on, on apprenait à tirer à l'arc et à utiliser d'autres armes, une cavalcade, un tournoi d'escrime, musique militaire et le soir un feu d'artifice. Il y a eu une grand-messe à la cathédrale, mais parce que voilà, l'évêque a bien dit que c'était aussi parce qu'elle était sainte qu'elle était honorée, et finalement ça a été accepté. Les 1er et 2 juin 1929 furent organisées à Poitiers, comme dans tout le pays, les fêtes du 5e centenaire de Jeanne d'Arc. Et à Poitiers, on disait c'est le 5e centenaire de cette visite à Poitiers qui a été faite par Jeanne d'Arc. Et le président de la Société des antiquaires de l'Ouest, Émile Ginot, a joué un rôle majeur. On a son livret dans les archives qui témoigne de toute l'activité qu'il a dépensée à cette occasion. Les symboles et les cérémonies avaient un caractère historique. On a inauguré la fameuse plaque qui se trouve rue de la Cathédrale et qui veut marquer sur cette façade que Jeanne d'Arc a été interrogée et sa mission a été reconnue. Ce n'est pas cet hôtel particulier, c'est l'hôtel de la Rose était juste à côté, mais en tout cas, on voulait le marquer ainsi dans l'espace. On a également inauguré la statue. Il y avait eu un projet beaucoup plus ancien d'ériger une statue qui a été abandonnée, mais Réal del Sarte, qui était des sculpteurs favoris du courant de l'Action française, a reçu cette commande d'une statue. Et puis, pour la même occasion, un mystère de Jeanne de France a été écrit par Ginot et qui a été mis en musique par Jean Nougès dans la fameuse salle des pas perdus une nouvelle fois. Et de nouveau, jeux, tir à l'arc, arbalétrier, combat de chevaliers à Blossac ont été présents. En somme, vous le comprenez, Jeanne d'Arc est devenue importante, non pas par une transmission telle qu'elle qui aurait pris seulement un peu d'ampleur de la mémoire, mais par une reconstruction auquel ont participé les milieux religieux, les milieux de théâtre aussi à leur manière, les historiens, et puis les sculpteurs, les peintres, bref, tout le monde intellectuel, tout le monde des arts. C'est vrai aussi pour les vitraux. Je crois que je n'ai pas oublié, le fameux vitrail qui est à Notre-Dame-la-Grande. Tous ces milieux ont participé à ceci.
C'est donc une étrange destinée, puisque ceci nous confirme qu'il y a des moments où lorsqu'on regarde le passé, on ne voit pas la même chose. Il y a des moments où la guerre de 100 ans était vue avec horreur, période de souffrance et de difficulté, et là, au contraire, on célèbre cette jeune femme qui a sauvé le pays, qui a donné un exemple de foi, de dévotion, de respect de son roi. Et on a bien ici un cas, comme il était indiqué dans le titre de la conférence, mais un cas du médiévalisme, c'est-à-dire d'une reconstruction d'un Moyen-Âge, avec, de la part des historiens, la volonté de retrouver ce qu'il était vraiment grâce aux archives, mais dans la société, ce qui avait été diffusé va avoir sa propre vie. C'est moins juste, si l'on veut, par rapport au passé historique, mais c'est aussi juste si l'on veut comprendre la société contemporaine, la société du 19e et des 5 premières décennies du XXe siècle. Et finalement, la vénération profane dont je faisais mention juste à la fin pour ces fêtes a peu à peu supplanté les commémorations officielles ou même certaines commémorations religieuses pour les raisons que nous savons. Mais par contre, le Moyen-Âge, tous les visiteurs des fêtes du patrimoine ou des monuments au moment où il y a en septembre ces grandes rencontres sur le patrimoine, tous ont un tremblement dans la voix en disant « Ah, le Moyen-Âge, qu'il était beau, c'est pas comme notre époque ». Je vous remercie de votre attention.